Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Écoutez, je suis ravie de vous rencontrer tous les nouveaux qui sont là. Je suis Chantal Nguyen. Aujourd'hui, j'avais envie de présenter Charlotte Hoffman. Elle a eu l'honneur d'accepter mon invitation. Elle partage beaucoup de vidéos sur sa chaîne YouTube. Elle propose des stages, des retraites. Pour fil conducteur toujours le réveil intérieur, le réveil des consciences. Et j'avais envie de partager, vous aurez toutes les infos sous la vidéo de YouTube de toute façon hein, pour voir ce qu'elle propose, les autres choses qu'elle propose. Mais là, j'ai envie de rentrer dans le vif du sujet. Charlotte, écoute, dis-moi par rapport à ta période de burn-out spirituel. Comment tu as fait pour te dire comment tu l'as vu déjà, comment tu l'as ressenti et est-ce que tu t'es dit j'abandonne tout, je passe à autre chose et voilà. Comment tu peux témoigner sur ça? Merci Chantal, franchement, j'adore l'intro. Pour une fois, je ne dois pas me présenter. On va droit au but, c'est trop bien. Je suis ravie, J'ai fait franchement. exprès, hein, Je je suis sais ce que trop c'est. contente. Tu peux pas t'imaginer. C'est un point en moins, tu sais là. Ah, yes, il y a ça en moins. Non, mais oui, alors, bah ouais, pour parler d'un sujet très rigolo. Alors, il faut que je me remette dans cette énergie-là, parce que c'est vrai que c'était une énergie particulière, cet espace. Déjà, ça a duré un petit bout de temps, hein. Et c'est vrai que j'en ai jamais trop parlé précisément parce que c'est difficile même de se souvenir de dans quel état d'esprit tu te trouves à ce moment-là. Mais en fait, c'est vrai que si je devais me remémorer pour un petit peu suivre le fil, c'est-à-dire que moi j'avais eu une grande ouverture intérieure, enfin une grande, j'avais eu l'impression que c'était une grande ouverture intérieure. Et puis assez rapidement, la vie avait conspiré pour me montrer que c'était l'ego qui se et suite à ça, j'avais fait une espèce de descente intérieure qui a duré à peu près 3 ans quand même, que j'ai effectivement appelé burn-out spirituel, mais qu'on peut aussi appeler nuit noire de l'âme. Et c'est Ouais. vrai que ce qui pourrait caractériser cet état, dans ce que je me rappelle, c'est qu'il n'y avait pas d'énergie en fait. Tu sais, il y avait cette espèce de lourdeur, une lourdeur, oh mais mon Dieu, aucune idée, aucune envie, juste envie de rien en fait. Et une angoisse viscérale parce que j'avais l'impression que j'étais en train de mourir en fait. Parce que pour moi, dans ma tête à l'époque, le rien c'était associé à la mort en fait. Donc je me suis retrouvée dans une phase de grande. On pourrait traduire ça par de la léthargie, mais c'est même pas de la léthargie parce que je faisais quand même des choses, mais il n'y avait pas l'envie en fait. Il n'y avait pas Ouais. l'énergie. Il n'y avait rien qui me mettait en joie. Et il y avait un espèce de vide intergalactique de rien, rempli de rien. Et c'est parti en fait du point de départ, cette remise en question qui a duré à peu près 3 ans, elle est partie du point de départ que je me suis rendu compte que je ne savais rien. Et j'avais eu l'impression de savoir qui j'étais, tu vois. Et puis la vie avait conspiré via une série d'expériences initiatiques à me montrer qu'en fait je ne savais rien du tout. Et que j'avais tourné en rond finalement sur moi-même et que ça avait été même un peu nombriliste, voire égocentrique ce que j'avais fait juste avant. Et que finalement, je me réveillais un jour en me disant, mais en fait, je ne sais absolument pas qui je suis. Je ne sais absolument pas ce que je fais ici. Alors que pendant des années, je m'étais raconté une belle histoire spirituelle où je m'étais dit que j'étais guérisseuse, chamane, machin chouette, bidule chouette, enfin bon, plein de choses comme ça. J'avais mis plein de casquettes. Et puis ça fonctionnait en plus, hein, donc Ouais. c'était trop cool. Hein. Et du jour au lendemain, via différentes expériences évidemment, qui m'ont bousculée, je me suis retrouvée face à un vide une espèce d'angoisse, mais existentielle, tu sais, Ouais. d'un seul coup de réaliser qu'en fait, non, je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas ce que je fous là, je saisis pas le sens de la vie, et il n'y avait plus rien en fait. Il n'y Ouais. avait plus rien. Mais il n'y avait pas non plus envie de mourir finalement. Tu sais, il n'y avait ni envie de vivre, ni envie de mourir. Il n'y avait rien en fait. Tu vois ce que je veux Oui. dire? Entre deux, oui. Voilà. Et ce dont je me rappelle dans cette période-là, c'est que c'était surtout de grosses douleurs. Moi, ça s'est beaucoup exprimé dans le corps physique. Ça a été comme un grand reset dans le corps physique qui a duré 1 an fort, puis 2 ans un peu plus en épuration plus légère, mais 1 an extrêmement fort où en fait j'avais des douleurs de partout. Psychiquement, je me réveillais avec des idées et des pensées assombrissantes, on va dire. C'était comme s'il y avait une grande agitation. Il y avait Ouais. ce rien et il y avait une grande agitation qui jaillissait de ce rien, en fait. Je sais pas comment l'expliquer. Et au cœur de cette agitation, il y avait beaucoup de pensées contradictoires, beaucoup de mais à quoi ça sert tout ça? Beaucoup de questionnements existentiels. Et il y avait ce corps qui était dans un état, mais de pure souffrance, en fait.
et toutes ces émotions qui me ballottaient comme ça d'un état à un autre. Et c'est vrai que ça a duré un bout de temps. Et, et pour en sortir, c'était ça ta question initiale, comment j'ai fait pour en sortir? C'était ça que tu m'avais dit, non? Ouais. Et Et la ouais, transition entre, ben oui, est-ce que je fais et autre oui, chose, quoi? ben oui, ben en fait, je serais incapable de te dire. C'est comme s'il y a un moment, en fait, je pense que c'est ça dans la vie, il y a un moment quand tu as suffisamment touché le fond, que tu as suffisamment été voir, mais il y a un moment où tu peux que remonter, en fait. Mais ça se fait tout seul. Moi, je dirais que ça s'est fait le jour où j'attendais plus rien. Et je me Ouais. rappelle même pas comment ça s'est fait. C'est-à-dire, il n'y a pas eu un événement. Tu sais, on pourrait dire, ah, il y a eu un événement, d'un seul coup, j'ai eu une synchronicité, la vie est repartie. Mais en fait, ça s'est pas du tout présenté comme ça. J'ai pas eu de synchronicité, j'ai pas eu d'événement particulier. Tout ce que je sais, c'est que le regard que je portais sur la vie a changé. C'est Ouais. ça, en fait. C'est à l'intérieur que ça s'est passé. À l'extérieur, il n'y a rien qui a changé parce que d'ailleurs, durant tout cet épisode un peu de noirceur, là, j'ai continué mon activité professionnelle en fait. J'ai continué mon activité professionnelle entre guillemets, mais j'ai continué à faire ce que je faisais, c'est-à-dire à animer des stages, des retraites, à voilà, être en contact de centaines et des centaines de personnes par an. Et ça, Ouais. j'ai continué mon activité au cœur de ce mal-être. J'ai continué. Et en fait, du coup, la vie en elle-même, en apparence, n'avait pas vraiment changé. Et le jour où je suis revenue à moi-même, entre guillemets, enfin, je ne sais pas vraiment si je suis revenue à moi-même ou c'est plutôt le jour où je suis morte à pas mal d'illusions d'un coup, je pense plutôt c'est l'inverse en fait. Ouais. Tu vois et ben en fait, c'est comme si la vie, en fait, elle avait continué, et puis elle continuait, mais la relation que j'entretenais avec la vie avait changé. Voilà. Ouais. D'un Sous seul un coup, autre espace, du coup. bah c'est ça. D'un seul coup, j'ai eu de nouveau cette joie alors qu'il n'y avait rien de différent, tu vois. C'est toujours la même chose. J'ai de nouveau cette joie qui est apparue. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand tu vois, je vais par exemple avoir des moments dans ma vie où ça ne me met pas forcément en joie de faire un truc. Mais je me rappelle toujours de cet épisode-là. Et je me dis toujours, mais tu vois, à ce moment-là, ça ne me mettait pas en joie non plus. Ouais. Mais la joie que j'ai ressentie après, elle est tellement plus que j'arrive aujourd'hui à différencier, tu sais, la joie de ah, on a envie que tout aille bien, on a envie que ça soit génial, on a envie de se faire plaisir, de la véritable joie, tu sais, de ce truc qui jaillit comme ça, peu importe ce que tu fais, peu importe qui tu vois, peu importe, t'es content, tu vois, je sais pas comment le décrire, c'est un truc de fou. Et c'est comme si ça d'un seul coup, ça avait émergé, de nulle part d'ailleurs, je ne sais pas de où, oui, je sais pas de où, je sais toujours pas de où d'ailleurs, et puis d'un seul coup, ça a basculé. Si bien qu'aujourd'hui, j'ai même du mal à m'en souvenir. Ouais. Bizarre, Ah, mais c'est sympa. Mais du coup, tu penses que tu aurais pu ne pas passer par toutes ces étapes-là, d'étiquette de chaman, comme tu disais, pour arriver à qui tu es maintenant? Non, je pense que c'était nécessaire. C'était nécessaire. Ah ouais, c'était nécessaire. Bah, je dis souvent qu'il faut se perdre pour se trouver, hein. Ouais. Et c'est vrai que je me suis bien perdue, hein. Franchement, j'avoue, j'ai quand même été loin dans le délire, hein. C'est pour ça que j'en parle si bien aussi aujourd'hui, hein, parce que Bah c'est oui. vrai que je me reconnais dans beaucoup de choses et je vois beaucoup de choses par lesquelles je suis passée. Donc j'ai beaucoup de compassion d'ailleurs aussi au passage, parce que je sais à quel point, quand on est là-dedans, on réalise pas en fait. Bah non, C'est un t'as truc. les deux pieds dedans et tu vois rien, quoi. Franchement, c'est un truc de fou. Et moi, je l'ai pas réalisé pendant. Je suis pas restée trop longtemps enlisée, mais je me suis enlisée profondément, mais pas longtemps. Donc c'est pour ça que finalement, je me suis dépatouillée assez vite. 3 ans dans une vie, c'est pas si grand pour se dépatouiller. Ouais. Mais enfin, je me suis désengluée, on va dire ça comme ça. Tu sais, il y a plusieurs étapes de glu, je trouve, dans la matière. Il y a cette grosse étape de glu là, où vraiment, tu sais, tant que t'as pas passé cette étape-là, tu retournes dans la glu, tu sais. T'as Oui. l'impression que tant que t'es pas passé un certain cap, entre guillemets, il n'y a pas de cap, mais un certain recul ou un certain regard sur la vie, tant qu'il n'a pas évolué, tu as l'impression que tu vas tout le temps te réengluer en fait. Et moi Oui. j'étais dans ce truc-là, je passais mon temps à me réengluer, à me réengluer, à me réengluer. Et ces 3 années-là, finalement, grâce au fait que je m'étais perdue, j'ai pu être secouée. Et grâce à ces 3 années-là, un petit peu difficiles, certes, oui, ça c'est sûr, c'était pas une partie de plaisir, Mm. mais ça m'a désengluée en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai toujours des substances, bien sûr, des problématiques, des pètes au casque. Enfin, clairement, je suis pas parfaite, hein, comme tout le monde. Bah, comme tout le Mais, monde, hein. mais tu vois, il n'y a plus cette glu. Il n'y a plus ce Ouais. truc de, tu sais, ce truc de sans-puits, de puissant fond de souffrance, où tu te perds et où tu tombes et où vraiment, tu bouffes la poussière pendant des mois, là. Mais il n'y a plus ça, en fait. Il n'y a plus. Donc, je remercie cette expérience. Et si c'était à refaire, je le referais comme tel. D'accord. Et du coup, avec ton conjoint, souvent on peut avoir des décalages. Est-ce que lui, qui travaille, enfin qui œuvre avec toi aussi,
a vécu ces mêmes étapes en même temps ou il y a un moment donné vous étiez en décalage parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en décalage, du coup ils se séparent, il y en a d'autres, ils se posent plein de questions et puis il y en a d'autres qui, ça se réharmonise naturellement et ça refusionne. Comment toi ça s'est passé en fait? Ouais, bah oui, moi j'ai eu beaucoup de chance parce qu'il avait une longueur d'avance sur moi, lui. Ah Et ouais, il avait déjà fait tout ça. Voilà. Donc, d'accord. Et du et coup, puis autrement, différemment. ouais, C'était pas le même parcours. Vraiment, on n'a pas tous les mêmes parcours, hein. C'est pour ça ce que je vis là, je pense pas que ça soit obligatoire pour tout le monde. Pas du tout. ouais, Je pense qu'il y a des gens qui l'ont déjà fait en fait avant, enfin je sais pas, qui arrivent avec un autre, je sais pas autant de glu, quoi, j'en sais rien, je sais pas comment le traduire. J'ai assez côtoyé de gens pour voir aujourd'hui que c'est pas indispensable de passer par cette étape-là pour tout le monde. Mais il y a des personnes pour qui c'est clairement écrit, enfin voilà, j'ai un passage, c'est comme ça. Mais c'est vrai que j'étais avec un conjoint, en fait, je l'ai rencontré juste avant de débuter cette étape. Juste avant. d'accord. Et en fait, on s'est rencontrés pour ça. Parce que je pense que je n'aurais pas pu vivre cette étape s'il n'avait pas été là. Ouais, Parce que je me serais perdue. Je me serais perdue dans la noirceur. Ouais, je pense que j'en d'accord. serais jamais remontée, en fait. C'était trop, c'était trop dark. C'était Ouais, trop noir, en fait. Je pense que j'y serais restée. Enfin, j'y serais restée, entre guillemets. Je pense pas que j'aurais plongé aussi profondément, peut-être. Tu sais, ouais, je pense que la vie, elle est quand même bien faite et elle va pas te mettre face à quelque chose que tu peux pas résoudre. Donc, bien je sûr. pense que si je l'avais pas rencontré en amont, j'aurais vécu un processus qui aurait été beaucoup plus long dans la durée. Voire, D'accord. aujourd'hui encore, on en parle pour rigoler ensemble, je pense que je ne me serais pas forcément désengluée. Je pense Ouais, que je serais restée dans l'histoire spirituelle. J'y serais revenue parce que certes, l'expérience que j'avais vécue m'avait secouée et m'avait quand même invitée à réaliser. Mais assez rapidement, quand j'étais rentrée en France, parce que j'ai vécu ça au Pérou, quand je suis rentrée en France, mm, c'est con, mais tu te réancres avec les mêmes personnes qui ont bah les oui, structures de toi d'avant et qui mm, te remettent dans l'histoire, en fait. c'est La vie, elle ça. est quand même intelligente, hein. Et du coup, qui te retendent la perche de l'histoire, de l'enfermement spirituel, de tout ce carcan là comme ça. Et finalement, c'était ça qui était déjà en train de se dessiner. J'avais personne d'autre. Sauf que lui, je l'ai rencontré là-bas juste avant de vivre cette expérience. D'accord, Et donc, c'est bien fait, j'ai hein? rencontré toutes les structures classiques, c'est bien fait, Ah, hein. Et il y ouais, avait lui. Voilà. Et du coup, lui, en fait, ça a été la plaque tournante, en fait. Ça a été le déclencheur. Sans ça, je me serais raccrochée au connu. Parce que l'inconnu, ça fait tellement peur que je pense pas que j'aurais plongé comme ça. Là, je pouvais plonger parce que j'étais avec quelqu'un qui avait déjà le recul nécessaire pour me rassurer. Et pour me servir, finalement, mon conjoint m'a servi d'encre. Tu vois. ouais, Moi, j'étais comme ça dans la marée en train de boire la tasse. Et lui, c'était l'encre du navire. Et il maintenait pour moi, en fait. C'était pas moi ouais, qui me maintenais, hein. C'était lui qui maintenait pour moi. ouais. Voilà. Et mais Donc, de son côté à lui, du coup, comme il dur. était déjà passé par là et et qu'il savait comment se dépatouiller de tout ça, ça n'a pas été trop difficile pour lui. Il a été juste présent en fait, Juste sans rien présent, faire. sans rien Sans... faire. Ouais, Voilà, non. c'est ça. Juste de Hein. la présence. Tu sais, le calme qui te ramène au calme. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Quand tu es à côté de quelqu'un qui respire lentement, qui bouge pas, émotionnellement, psychiquement, qui est ancré, tu vois. Bah, ça te ouais, ramène quand même à ça, ça t'aide beaucoup. Donc c'est ça le rôle qu'il a joué, mais ça a été dur parce que moi, enfin, faut pas trop que je me la raconte puisque j'avais quand même des substances. Ouais, pas sympa, tu vois. ouais, Et c'était vraiment dur, hein. C'était pas juste une partie. Enfin, non, oui, c'était vraiment dur, j'avoue. Donc, c'est vrai qu'il y a eu des moments, je pense qu'il y a que lui qui pouvait supporter ça, en fait. Parce qu'il y avait ouais, un amour derrière. Et je pense ouais, que même ton meilleur ami peut pas supporter ça, en fait. C'est ouais. trop fort. Tu vois, Mm. c'est trop. C'est. Ouais, non, tu passes par des stades où clairement. En plus, tu décharges sur les Ouais, personnes que tu aimes et tu décharges sur ceux qui vont bien parce que c'est une manière que tu as de récupérer ton énergie. Et c'est mm. aussi comme ça que je me suis rendu compte des fameux mécanismes de domination et de comment on échangeait l'énergie sans cesse les uns avec les autres. Parce que Ouais, quand j'étais au creux de cette vague, j'ai passé mon temps à vouloir prendre l'énergie des autres parce que je n'arrivais plus à me recentrer. Et j'ai passé 3 ans sans savoir me recentrer, donc c'était long, 3 ans. bah Et oui. donc j'arrivais pas à récupérer cette énergie. Et j'avais mon conjoint qui était super bien à côté, donc c'est vrai que j'ai passé mon temps à faire chier en fait. Mm. Et lui, il a fait preuve d'énormément de patience parce qu'il a maintenu ça envers et contre tout. Il Ouais, avait une espèce de foi, en fait. Je peux pas, il sait lui-même pas trop le décrire, hein. Quand on s'est croisés, c'est comme s'il m'avait reconnu. Il m'a dit, moi, je t'ai mhm. reconnu, je savais que c'était toi, j'ai pas eu un seul doute. Et c'est ce qui m'a donné l'élan. C'est même pas lui qui a choisi, en fait. Il a Ouais, senti qu'il y avait quelque chose à faire.
Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on se le dit, hein, on ne pourrait pas faire ce qu'on fait l'un sans l'autre. Bien sûr. Donc en fait, c'est vrai que derrière, il y a eu un cadeau immense, parce que derrière, ce qu'on fait aujourd'hui, ça s'est décuplé, mais à la puissance, je sais pas combien. Et c'est vrai que récemment encore, je me dis, mais tu me fais chier. Oui, mais toi aussi, tu me fais chier. Oui, mais merde, on est coincé là maintenant. Ouais, ouais, on est coincé maintenant. Je peux pas faire sans toi. Mais oui, toi, tu peux pas faire sans moi. Ah merde, c'est comme si on était deux pièces du même puzzle, tu vois. Bah On oui, oui, pourrait oui. faire l'un sans l'autre, mais on ne pourrait pas le faire de la même manière si on le faisait l'un sans l'autre. Ah, mais Voilà. c'est sûr, c'est sûr. En tout cas, merci à lui aussi, hein, alors. Ah, il a joué un rôle, hein. Ça c'est sûr, sans lui, j'en serais pas là aujourd'hui, c'est évident. Mm. Ben, là, j'avais du coup envie d'aborder la thématique des crises d'angoisse par rapport à quand tu étais bébé, petite. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de mamans, dont moi, hein. J'ai un petit voilà, qui est hyper sensible, qui a eu énormément de crises d'angoisse, mais dès la naissance, je me suis dit, mais comment un bébé peut être si angoissé dès le début? Et j'ai la fille de ma cousine aussi qui a eu énormément d'angoisse toujours à la même heure, à minuit le soir. C'était au moment en fait, de son accouchement. C'est passé à ce moment-là. Mais pendant un an, la petite avait des grosses crises de peur. Et quand au bout d'un an, elle est allée voir une micro-kiné qui lui a dit que elle a une peur de la mort. Et que peut-être au niveau de l'accouchement, il y a eu cette peur-là. Et du coup, ça s'est débloqué, mais ça a pris un an de minuit à 4 heures du matin à pas dormir pour les parents et travailler la journée. Donc c'était dur. Et du coup, moi, quand tu en as parlé dans une de tes vidéos, je voulais approfondir plus. Qu'est-ce que toi, tu as ressenti à ce moment-là, petite, et même maintenant, au niveau des crises d'angoisse, comment tu les as gérées, petites et grandes? En fait, petite, je m'en rappelais pas. Je m'en suis rappelé que tardivement, parce que je l'ai oublié en fait. J'ai oublié que j'étais angoissée, parce qu'en fait, j'ai rapidement développé un mécanisme de protection, mais vraiment dès mon plus jeune âge. Ouais. C'est très très vu le mécanisme de protection. Donc, en fait, j'ai mis du temps à me rappeler que j'étais comme ça. J'avais oublié. J'avais oublié parce que je me suis en fait protégée derrière une carapace un peu de contrôle, un peu de, tu sais, enfant, tu vas jouer le rôle que tes parents veulent que tu joues pour être aimé et pour être vu et pour ceci et pour cela et pour finalement retrouver un instinct de protection et un instinct de sécurité qui va faire diminuer ton angoisse en fait. Ouais. Donc j'ai mis un certain temps à me rendre compte que j'étais angoissée. Moi, j'étais persuadée, jusqu'il y a encore 7-8 ans en arrière, que j'étais une personne qui avait peur de rien. Et puis, il a fallu que la vie, en fait, me propose des expériences assez fortes pour que la peur remonte. Ça a commencé le processus de remontée de peur. Ça a commencé le jour où j'ai eu un accident de la route. Voilà. J'ai eu un accident de la route, je sais pas, je devais avoir 20 ans, 18-20 ans, je sais plus. Et en fait, j'ai eu la peur de ma vie. Parce que j'ai failli mourir, en fait. D'ailleurs, encore aujourd'hui, c'est étrange que je sois là, clairement, parce que je me suis plantée quand même à 120 sur l'autoroute dans un virage. Wow. Je suis dans un parpaing en béton. Et ça a été la première expérience initiatique aussi, parce que j'ai vu la scène au ralenti, en fait. Ça a été 10 secondes d'éternité, tu vois. Et j'ai rien senti d'ailleurs. Enfin, j'ai pas eu mal, j'ai rien eu. Et puis, suite à ça, j'ai commencé à avoir un espèce de syndrome post-traumatique, c'est comme ça qu'ils appellent, tu sais, où j'avais peur de tout. Tu sais, j'ai cauchemardé de l'accident pendant des années. Toutes les nuits, je me réveillais, pas toutes les nuits, mais assez souvent, je me réveillais en sursaut. Je revivais la sensation, tu sais, quand tu perds le contrôle de ton véhicule et que tu sens ton corps qui part comme ça. Et ben, je ressentais ça dans mes rêves, en fait. Et je me réveillais à chaque fois en me disant, oh, tu vois, comme ça. Et puis ça a commencé à faire comme une chasse d'eau, comme ça. Ça a commencé à faire remonter la peur. Et puis j'ai eu d'autres expériences qui sont venues en remettre une couche, encore une couche, encore une couche, encore une couche. Et c'est comme ça que progressivement, j'ai commencé à me rendre compte que j'avais peur de tout. Et que la couche, tu sais, l'armure contrôle a commencé tu sais, à s'abîmer, quoi, finalement, à s'étioler. Et ça a commencé à se percer. Et là, je me suis rendu compte que j'étais quelqu'un d'extrêmement angoissé. Et par effet de résonance, forcément, quand je m'en suis rendu compte, ça s'est manifesté, c'est-à-dire que j'ai commencé à faire des crises d'attaque, de panique, là, et je savais pas ce que c'était. Parce que je savais pas, en fait, je n'avais jamais connu ça avant. Et du coup, c'est le coup, c'est le palpit qui accélère, les yeux qui vrillent. Des tremblements, non? Ouais, des tremblements, et puis tu vois plus clair, enfin, c'est trop bizarre.
Et puis, on a mis ça sous couvert de, je sais même plus, tu vois, on savait pas que c'était ça, en fait. Et de fil en aiguille, je me suis rendu compte que c'était ça. J'ai commencé à regarder. Puis à l'époque, j'étais dans une matrice très, faut tout analyser, faut tout chercher à comprendre. Donc, j'ai cherché à comprendre d'où ça venait. Et c'est comme ça que je suis remontée à l'enfance. Et c'est comme ça qu'en cherchant à comprendre, j'ai commencé à questionner ma mère. Et c'est ma mère qui m'a dit, parce que moi je ne le savais pas en fait, qui m'a dit, mais enfant, tu hurlais tout le temps, tu étais tout le temps en stress. Et d'un seul coup, j'ai des souvenirs qui sont revenus. Donc effectivement, la nuit, tu vois, le matin, je me réveillais, d'un seul coup, j'avais des souvenirs qui revenaient, des flashs, où effectivement, 5 ans, 7 ans, j'étais chez la nounou, et puis j'avais peur que ma mère ait un accident de la route. Ah Et oui. j'étais, ouais, tu vois, à cet âge-là, tu vois, c'est bizarre quand même. Bah oui, oui, oui. J'étais stressée de ça en fait. Et Et j'avais, t'arrivais à non, t'endormir non, seule? non, j'arrivais pas. Non, non, Parce que j'arrivais pas. moi, mon petit, il faut Mm. qu'on se couche à Ah non, ouais, j'arrivais pas. côté et jusqu'à qu'il s'endorme, hein. Ah bah ouais, ouais, ouais. Bah ouais, j'ai pas eu la chance, entre guillemets, hein, parce que c'est pas une chance, mais le parcours a fait que j'ai pas eu des parents qui étaient dans ce regard-là vis-à-vis des enfants, tu vois. Ils Ouais. nous ont plutôt laissé pleurer. Ça a été plutôt l'éducation inversée, tu sais, à l'ancienne. Alors, un Ouais. bébé, ça pleure, bah tu le laisses pleurer, au bout d'un moment, il s'arrête, tu vois. Donc Ouais. c'est vrai que je pense que tout ça a fait que, m'a permis de le faire sortir, tout simplement, m'a permis de le révéler. Parce que peut-être que j'aurais pas pu le vivre comme je le vis aujourd'hui si j'avais vécu autrement dans l'enfance. Donc finalement, tout ça, c'est merveilleux. Et Ouais. puis, de fil en aiguille, oui, j'ai commencé à récupérer un peu un fond de mémoire. Et puis à me rappeler le moment où j'avais décidé de me fermer, en fait. Parce que tout ça, ça venait d'une certaine sensibilité. D'accord. Et à la base, c'était ça en fait. C'était une sensibilité assez accrue. Et du coup, il y avait une telle sensibilité que j'avais barricadé. Et cette sensibilité était démesurée en fait. Je savais pas je savais pas comment la canaliser enfant. Et puisque j'étais dans un terreau où c'était pas du tout d'actualité, et même au niveau de l'école, tout ça, il y avait personne qui était dans cet état d'esprit-là. Bah, Mm. puisque j'étais pas normale en étant comme ça, bah, je me suis créée petite une identité pour faire comme tout le monde. Et j'ai mis ça de côté. Et il a fallu cet accident, d'autres choses dans ma vie pour le faire remonter à la surface. Et en fait, ce qui s'est produit, c'est que je me suis rappelé de tout ça, mais ça n'a Mm. rien changé. C'est-à-dire, oui, bah ouais, à la naissance, c'était déjà comme ça, quoi, tu vois. Et du coup, ça n'a rien changé. Je me suis dit, bah oui, je sais que déjà petite, j'étais comme ça, mais bah, du coup, j'en fais quoi? Bah, ça change rien au fait qu'il y en a toujours autant, tu vois. Et c'est un tout autre travail qui m'a été proposé, en fait. Grâce aux crises d'angoisse et au fait de traverser ça, je me suis rendu compte que c'était pas en sachant d'où ça venait que j'allais pouvoir l'arrêter. Voilà. Ouais. Parce que je savais d'où ça venait, mais je pouvais pas l'arrêter, tu vois. Et je savais d'où ça venait, oui et non, parce que certes, il y avait ça enfant, mais il n'y avait pas vraiment de raison. Et ma mère m'a dit, dès petite, t'étais comme ça. Donc je savais pas vraiment d'où ça venait, tu vois. Ouais. Et finalement, je me disais intérieurement, mais comment veux-tu, à l'époque, transcender un truc dont tu ne sais pas d'où ça vient? Ça me paraissait être une équation irrésolvable, tu vois. Je me Ouais. disais, c'est impossible de transcender quelque chose si tu saisis pas la substance qu'il y a derrière. Et en fait, ça a été une belle expérience parce que ce qui a été possible, ça a été de passer à travers sans savoir d'où ça venait. Bah oui. Bah oui, C'est c'est ça qui comme, a été merveilleux. bah oui, c'est comme quand tu as des blocages qui te viennent à la conscience. Tu sais pas, on te dit, bah, il y a ça qui se débloque. C'est comme si tu voyais la grosse pelote de poussière et tu avais juste à la balayer. T'as pas besoin de savoir d'où vient la poussière, C'est ça, d'où elle est venue, quoi. c'est D'accord. ça. Donc ça a été un bel enseignement parce qu'avant ça, j'étais persuadée, mais tu sais, tant que tu vis pas les choses, tu peux pas te remettre en question, hein. Ouais. Ouais. J'étais persuadée que ça me paraissait logique, tu vois. Comment veux-tu résoudre un problème dont tu ne connais pas l'origine? Ça me paraissait illogique totalement. Donc j'étais persuadée, et donc ça m'a fait tourner en boucle cette histoire de crise d'angoisse, parce que j'en avais D'accord. beaucoup en fait. Et plus je cherchais, moins je trouvais, quoi. J'étais, ah mais comment je vais savoir me dépatouiller de tout ça? Donc ça a été Ouais. une très belle expérience, la crise d'angoisse. D'accord. Et du coup, tu voyais des choses petites enfin, comment J'avais tu... peur. Ouais. J'avais peur en fait. J'avais tout le temps l'impression qu'il y avait des méchants dans la chambre. Tu sais, je regardais D'accord. sous le lit, je regardais dans les placards. J'avais peur en fait. Ouais. J'avais peur. Ouais. Et puis quand il faisait nuit dans la pièce, j'avais peur de mourir. C'est-à-dire, Mm. au moment, mais jeune, hein, au moment d'aller me coucher, au moment où tout était éteint, il fallait fermer les yeux, le premier truc qui me venait quand je fermais les yeux, c'était la mort. Ouais. Je m'imaginais morte. Mais c'est inimaginable de s'imaginer morte, tu sais, ça réveillait un Comme... truc bizarre quand même. Et je me disais, Ouais. mais du coup, il n'y a plus rien. Et tu sais, déjà petite, mais il n'y a plus rien après la mort, du coup. On meurt et tout ça, c'est fini. Et tout ça, ça s'installait à l'intérieur de moi. Et ça se
ça grossissait comme un espèce de truc d'angoisse, tu sais, viscérale, quoi. Où je Ouais. sentais mon palpit qui accélérait, je commençais à pas être bien, tu vois, et à me dire, mais c'est pas possible. Et ça m'empêchait de dormir. Après, j'avais l'impression qu'il y avait des trucs dans ma chambre, je me relevais, je regardais. Ah ouais, non, c'était particulier, hein. Ah ouais, c'est pas facile hein, quand on est Non, des petits qui ressentent, qui voient tout et tout. non, Bah, il y a juste il y a rien à faire en fait. non. Il y a juste à accompagner et attendre et être patient surtout. Ah bah moi, je dis souvent, en plus, franchement, si c'était à refaire, je le referais, parce que ces crises d'angoisse, ça a été l'un des enseignements les plus forts pour moi. Donc, en fait, Ouais. je me dis, bah, heureusement que j'ai vécu ça, parce que sans ça, bah, j'aurais pas pu être là aujourd'hui, clairement, parce que ça a été un bouleversement, en fait, tout ça. Ça a été Ouais. fort, ça a été très T'as, fort. t'as appris à te détendre au moment où les crises d'angoisse C'est ça. arrivaient. Moi, j'ai fait beaucoup Ça. de crises d'asthme et Ah ouais, quand tu vois que ça arrive, tu te dis, ah bah, faut c'est juste exactement ça. Mais c'est le relâcher. dernier truc que tu as envie de faire, parce qu'en plus, ça se contracte tout seul, je sais pas si tu as remarqué. Bah Ça se oui, oui, contracte tout oui. seul, donc c'est hyper dur, parce que tu perds complètement le contrôle, en fait, de ton corps. Et c'est ça, en fait, c'est une perte de contrôle, donc ça te stresse encore plus. Et Ouais, puis, au bout d'un moment, et puis tu luttes, tu cherches mille et une solutions. Et puis moi, j'ai beaucoup fait dans la lutte dans ma vie. Mais il y a un moment, l'énergie de la lutte, t'as plus l'énergie pour. Il y a un jour, ouais, t'es fatigué, en fait. Et c'est tout ça aussi qui m'a conduit au burn-out spirituel, hein. C'est que j'ai ouais, beaucoup lutté, en fait. J'ai lutté, jusqu'au jour où la vie m'a dit, stop, maintenant tu arrêtes, tu te couches et tu la fermes. Et c'est ce qui s'est produit. Et en fait, en me couchant et en la fermant, c'est-à-dire en arrêtant de lutter, parce que tu sais, les crises d'angoisse, c'est toujours lié à quelqu'un, hein. ouais, Du chemin, il a fait ci, là, il m'a dit ça, là, je suis allée dans un supermarché, il m'a regardé comme ci. Il y a toujours une raison, tu sais, tu vas pas angoisser tout seul dans ton lit. Enfin, moi, ça se présentait plus, c'était toujours lié à quelqu'un. ouais, Donc, l'excuse était toujours bonne pour lutter, hein, tu vois. Et jusqu'au jour où j'en ai eu assez de lutter, c'est-à-dire j'étais épuisée de lutter. Et je me rappelle la première fois que ça m'est arrivé, dans une crise d'angoisse, plus d'énergie du tout. Et ben, je me suis allongée et j'ai dormi, quoi. ouais, Et ça n'a rien changé à l'angoisse. Mais quand je me suis réveillée, je me suis dit, ah, mais c'est fou. Je, je, je suis toujours angoissée, mais c'est comme si, bah merde, j'ai réussi à le vivre en fait sans me faire chier là, tu vois. J'ai ouais, réussi à le traverser sans que ça me fasse de mal. Parce que finalement, ce qui me faisait du mal, c'était pas l'angoisse, c'est le fait que j'ai résisté en fait. ouais, Et ça me faisait du mal. L'angoisse en elle-même, elle est pas, elle agit pas, et elle fait pas du mal. Mais résister à ça, ça fait vraiment du mal dans le corps, dans tout. Et puis, tu as des mots qui s'expriment dans le corps parce que tu résistes. C'est pire, tu décupes, oh là, c'est insupportable. C'est ouais, enfermant au possible. Et ce jour-là, j'ai réalisé par l'expérience que, certes, l'angoisse était toujours là, mais que c'est comme si elle me dérangeait moins. Tu vois. ouais, Et de fil en aiguille, j'ai appliqué. Du coup, je me suis dit, bon, bah, puisque elle me dérange moins et que j'entretiens de plus en plus une meilleure relation avec elle, même si elle continue d'être là, bah, ma relation change. Et du coup, bah, puisque ma relation change, je pourrais presque me dire que je pourrais vivre avec. Et ouais. c'est comme ça que j'ai commencé. En apprenant à vivre avec et pas en luttant contre. Ça a été tout le chemin, en fait. C'est trop Génial. chouette. Et par rapport à ces crises d'angoisse, parce que souvent, enfin, j'ai remarqué, il y en a beaucoup au niveau de l'intestin, au niveau de Mm. l'alimentation, c'est perturbé à ce niveau-là. Est-ce que toi, ça a Eh oui. été le cas et bah, du mal à manger certains aliments ou beaucoup de vomissements ou de diarrhée ou autre chose? Comment Ah, moi, ça se traduisait par de la boulimie, tu vois, par un Ah oui, dérèglement ouais, alimentaire, tu vois, de remplissage. C'est-à-dire quand je chantais, effectivement, tu sais, c'est le début de cette perte de contrôle, là, un peu, qui allait amener à l'angoisse, tu vois. Avant que l'angoisse arrive, je mangeais, je me remplissais, en fait. ouais, Et c'est un mécanisme que j'ai fait longtemps et qui était un mécanisme de protection par rapport à l'angoisse. Du coup, je me rendais pas d'accord, compte que j'étais angoissée parce que mon mécanisme de survie, c'était je suis angoissée, je me rends pas vraiment compte. Pour ouais, fuir le ressenti, tu sais, corporel, machin chouette, je mange et je me remplis. Et du coup, je m'anesthésie en fait. La bouffe, je trouve, c'est un peu comme une drogue, hein. C'est ouais, un peu un anesthésiant en fait. On se rend pas trop compte, mais sur des grosses doses, je trouve que ça anesthésie vachement le corps parce que finalement, tu n'as plus d'énergie pour rien si ce n'est que pour digérer. Donc en fait, ouais, tu n'as plus l'énergie pour être angoissé, t'as plus l'énergie pour te mettre en colère, t'as plus l'énergie pour vivre ce que tu as à vivre parce que toute ton énergie est dédiée à ta digestion. Et donc c'est une fuite. Et je ouais, ne le savais pas à l'époque. Donc ça a commencé par la boulimie. La boulimie, c'était le précurseur en fait. C'était souvent c'est la fumée qui mène au feu, tu vois. La ouais, boulimie, c'était la fumée. Et le jour où j'ai commencé, ça a commencé par là le chemin, ça a commencé par régler la boulimie.
C'est le jour où j'ai commencé à régler la boulimie, que derrière j'ai eu des problématiques de santé, des accidents, des machins, et que l'angoisse s'est remontée. Il a d'abord fallu régler l'espace boulimie, parce que la boulimie, en fait, c'était tellement un automatisme de remplissage que ça m'empêchait de voir ce qu'il y avait derrière. Et quand D'accord. la boulimie, finalement, j'ai sympathisé avec elle et que c'est devenu une pote, elle m'a amené au feu. Et le feu, c'était l'angoisse. Et après, ça Mmh. m'a amené encore plus loin, ça m'a amené au contrôle. Parce que Ouais, l'angoisse, c'est pas pour rien, bah, tu vois. ouais. Après, qu'est-ce que tu fais comme autre stratégie pour pas le sentir? Bah, tu contrôles. Voilà. Mmh. Donc, tu contrôles avec la nourriture, donc tu fais des crises de boulimie quand tu peux pas contrôler, et tu contrôles sur d'autres plans aussi. Donc, progressivement, ça m'a amené à une espèce de pelote de contrôle quand même très, très, très bien développée, hein. Ouais, 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 ouais. Que je, dont je tire la ficelle encore aujourd'hui, hein, très clairement. C'est infini ce truc-là, hein. C'est waouh! Ah oui, bah quand tu le perçois, que tu le ressens, après, c'est encore l'ego aussi, hein, Ouais. comme t'en parles si bien dans toutes tes vidéos. Et ouais. Bah là, j'avais envie d'aborder bah, le sujet du suicide. Ah oui. Euh, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent, même des adolescents, hein, qui peuvent être dans cette période de questionnement, bah, de pensée, où sont presque envie de passer à l'acte. Est-ce que toi, tu es passé par ces moments-là et comment tu as pu sortir de ces pensées en fait? Ah ouais, ouais, non, c'était fort, hein. Ouais, c'est très fort. Oui, oui, je suis passée par là, ouais. Ouais, ouais. Ça a commencé, la première fois que j'ai eu un truc comme ça dans ma tête, je devais avoir 14 15 ans, tu vois. Et c'était à Bah, l'adolescence. pareil, 14 Ouais. ans moi. Euh, j'ai un souvenir très très bref, très furtif, comme si je l'avais oublié, tu vois. Ouais, Très bref, très furtif. Et je l'ai chassé par l'activité physique. C'est-à-dire, je me rappelle, je commençais à avoir ça. Et je me rappelle prendre mon vélo et aller faire un tour et ouais, pédaler, 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 pédaler à toute vitesse. Et puis, tu vois, avoir un réflexe de survie de non, 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 c'est pas le moment, attends, je suis en vie là. Et hop, revenir au corps en fait. Je me rappelle que j'avais eu ce réflexe-là à l'époque. Mais ouais. après, c'est revenu, ah ouais, non, mais ça a été un leitmotiv quotidien. En fait, moi, j'en suis même arrivée à un moment d'un grand, tu sais, on dit souvent tu sais, le désespoir là. Ou Oui, tu sais, le truc mais horrible. C'est horrible ça, franchement, c'est une sensation tellement mais étrange. Tu sais, quand t'es vraiment désespéré là, ça, ouais. t'es au-delà de la déprime. J'ai beaucoup des dépressions. Moi, j'ai jamais vu un psy, j'ai jamais été diagnostiquée, j'ai jamais pris de médicaments, quoi que ce soit. Mais les gens autour de moi me disaient que j'étais quelqu'un de déprimé. Et du coup, c'est vrai que moi, pour moi, dans le ressenti, c'était pas de la déprime, c'était pire en fait. Mm. C'était un vide, c'était un truc, mais je me disais, tu sais, je réalisais que le matin, je me levais et qu'en fait, je recommençais toujours la même chose, Ouais. tu vois. Et j'avais l'impression d'être comme un espèce de disque rayé qui recommençait sans cesse la même chose, comme si la journée était préécrite, tu vois. Tous D'accord. les jours, j'avais remarqué, au bout d'un moment, à force de rester enfermée tout le temps dans le même schéma, ben, j'avais remarqué au bout d'un moment que c'était toujours le même schéma qui se répétait tous les jours. Donc le matin, je me levais, boum, je commençais à avoir ci dans la tête. Ensuite, boum, ça. Tu sais, quand t'es boulimique, tu te lèves le matin, t'as la bouffe dans la tête Ouais. dès le matin. Et tu commences à Ouais. penser à la bouffe. Et donc tu fais une crise. Et ensuite tu vas au boulot. Et ensuite tu fais ci. Et ensuite tu te motives. Ensuite tu vas à la salle de sport, tu craches. Ensuite tu rentres chez toi le soir, tu te retrouves nouveau à vide. Et de nouveau tu repenses à la bouffe. La bouffe, boum, tu te retapes une crise. Et tu recommences. Et tu vas te coucher. Et le lendemain c'est pareil. Et j'ai pété un câble en fait. Dans ma tête, cérébralement, ça a explosé. Parce que je me suis dit, mais si la vie c'est ça, mais à quoi ça sert? Et Mm. j'avais ce truc en boucle, mais c'était infernal en fait. Et je me dis, mais c'est pas possible. Il doit bien y avoir une issue à cet enfer, quoi. C'est un enfer. Et en Ouais. fait, je voyais bien que l'enfer, c'était à l'intérieur de moi. Et le pire là-dedans, c'est que j'étais entourée de personnes qui se posaient pas ces questions-là, tu vois. Et qui n'avaient pas des manifestations peut-être aussi fortes, ou aussi présentes, ou aussi visibles pour s'en rendre Mm. compte. Donc j'étais dans un maillage familial, culturel, bon, social, amical, où personne ne se posait aucune question. Et du coup, j'étais la seule pauvre cruche à me dire, non, mais attends, mais je suis la seule, moi, le matin en me réveillant, à me dire qu'il y a un problème. Et j'ai mis un certain temps, tu vois, déjà, bah, je l'ai gardé beaucoup pour moi, parce que j'avais personne à qui parler. Mm. Donc, mais intérieurement, ça prenait vie, tu vois, et ça se traduisait par, mais j'ai envie de mourir, en fait. J'en peux plus. Mais Mm. à l'intérieur de moi, c'est con, mais
il y avait trop de peur pour se suicider, moi. Moi, j'avais trop la trouille. Ouais. J'avais trop la trouille. Très clairement, j'avais trop la trouille. Donc, j'y ai pensé plus d'une fois, mais très rapidement, je savais très bien que j'étais une tapette, tu vois, que jamais Ouais. j'allais passer à l'acte, parce que j'avais trop peur. Et j'avais trop peur parce que j'aime trop la vie, en fait. Dans le fond, j'aimais vraiment la vie. Et Ouais. je suis vraiment une épicurienne, quoi, tu vois. J'aime manger, tu vois, j'aime la vie, j'aime la terre, enfin voilà, je me sens pas. J'ai eu une période un peu égo-spirituelle où je sentais que j'étais d'autres plans et que j'avais pas ma place sur Terre, mais c'est vite passé ça, parce que je me suis rendu compte que si, en fait, j'aimais la vie, j'aimais les gens, j'aime la vie, en fait, vraiment. Ouais. Et du coup, ça c'est venu comme un élan quand même, me rappeler sans cesse qu'au fond de moi-même, quand même, quand je commençais à tomber là-dedans, il y avait quand même une part de moi-même qui se rendait compte, tu vois. J'étais Ouais. jamais complètement absorbée par ça, parce qu'il y avait cet élan de vie au plus profond de moi. Mais je peux carrément entendre qu'il y ait des gens qui n'aient pas cet élan-là, et qui soient complètement absorbés par ça, quoi. Ouais. Et dans ces moments-là de fond, Ah ouais, l'espace-temps était pareil pour toi? Parce long, que pour moi, l'espace-temps, c'était comme si 1 heure, c'était comme si c'était 2 semaines pour moi. Et interminable. du coup, j'avais des variations où je pouvais être en joie à 9 heures et puis 10 heures complètement au fond du trou. Et les gens ne Inter- comprenaient pas, en fait. interminable. Ouais. Interminable. Et moi, je sais que c'était inconscient parce que je ne le savais pas à l'époque, mais je sais que j'ai utilisé beaucoup le corps physique, moi, pour m'aider. En fait, Ouais. ce que je faisais, mais c'était dans la force, et aujourd'hui, je ne ferais plus ça, mais à l'époque, c'était la seule solution que j'avais trouvée, pour chasser tout ça de mon esprit, parce que c'était ça dont il s'agissait, vu que je ne savais pas le gérer. Il fallait que je le chasse. Aujourd'hui, Ouais. j'ai appris à le gérer, c'est différent. Mais à l'époque, je ne savais pas qu'on pouvait apprendre à le gérer, donc je le chassais. Et pour le chasser, j'utilisais l'activité physique. Donc Ouais. j'étais addict au sport. Voilà. J'étais à la fois boulimique, addict au sport. Les deux vont souvent très bien ensemble d'ailleurs. Et donc je passais mon temps tous les jours, au moins 2 heures par jour, du sport à gogo, salle de sport, natation, course à pied, à fond, tu vois. Mais toujours à fond, à fond. De sorte à me vider. Tu sais, tu Ouais. t'anesthésies comme ça, tu rentres chez toi, t'as plus rien dans la tête, tu dors. Et j'avais en fait toujours besoin de me faire du mal là, comme ça, d'aller fort dans tout, d'aller dans les extrêmes. J'étais dans les extrêmes, je passais d'un rien à un tout en 2 secondes et demie. Ouais. Et j'avais toujours besoin de goûter à ça, à cette adrénaline, à cette force, à ce ah, pour pouvoir me détendre derrière en fait. Et pour Ouais. pouvoir dormir, tout simplement. Ah oui, bah, le sport, ça te ramène au corps et ça te ramène à l'instant aussi, hein, à la présence dans la matière. Alors, inconsciemment, c'était utile, mais Ouais. moi, dans l'espace dans lequel je faisais, il y avait tellement de lutte que Ouais. oui, ça me ramenait au corps et c'était pas plus mal, mais ça me faisait pas en sortir parce que je luttais quand même à travers ça. Ouais. Ouais, c'était une boucle sans fin, en fait. Ouais. C'était infernal. Ouais. Violent. Et bah, du coup, je voulais savoir par rapport à... souvent, on parle de l'ego quand ça se manifeste, mais est-ce que tu as des exemples de quand la présence se manifeste, en fait, quand elle prend sa place, Et comment ça se présente pour toi? alors, Comment tu le vois aujourd'hui ou dans le venir et comment passé? tu le sens? Hmm. Choisis. Bah, en fait, je vais commencer par le début, puisqu'elle en fait, elle est rigolote cette histoire. Moi, la première fois que ça m'est arrivé, cette présence, ça a été via les accidents, en fait. La présence s'est dévoilée parce que j'étais en train de vivre une expérience presque de mort imminente, tu vois. Ouais. J'étais en train de passer à côté de la mort, quoi, tu vois. Et c'est comme ça que ça s'est présenté au début, la présence pour moi. Ça s'est toujours présenté dans des moments où je perdais complètement le contrôle et où là, il fallait que je me laisse porter par la vie parce qu'en fait, sinon, je ne savais pas où j'allais atterrir, tu vois. Et donc, la première fois où vraiment je l'ai senti fort, c'est durant cet accident de la route. Là, vraiment, ça a été très fort. Et Ouais. en fait, c'est con, hein, mais ça a été l'une des expériences qui m'a fait le plus peur. Ouais. La présence m'a fait très peur. Parce Ah oui. que je me rappelle me dire, mais je sais plus où je suis. Je sais plus où je suis. C'était le truc que j'avais dans la tête, tu sais. Mais je sais plus où je suis. Je sais plus où je suis. Mais je suis où? Et j'étais paniquée parce que j'avais l'impression de plus être là. Alors Ouais. qu'en fait, je n'avais jamais été autant là. C'est Mais ça. là, on est tellement dilaté qu'au début, pour moi, ça ressemblait à un bad trip, tu vois. Ça ressemblait à un délire, parce que oui, j'ai eu des expériences aussi un peu de bad trip, et ça m'a pas aidé dans ma vie, parce que c'est vrai que la présence, c'est assez fou, mais tu te dilates tellement que ça peut ressembler d'un certain point de vue à certaines expériences psychédéliques, tu vois, ou des Ouais. expériences un peu de bad trip. Mais c'est pas tout à fait la même chose, mais au début, tu fais des confusions, donc tu sais pas trop, et du coup, tu paniques. Et moi, j'avais fait cette expérience au Népal, là, où j'avais pris des space cakes beaucoup trop, et je suis tombée dans un bad trip horrible. Et c'était aussi, j'ai goûté ce jour-là à ce qu'était la présence, c'est-à-dire il n'y avait plus rien. Et ça a été la pire angoisse de ma vie.
Et du coup, j'ai associé ça à la présence. Et du coup, à chaque fois que je me retrouvais à nouveau dans cet espace dilaté où j'étais plus élargie que ça, hein, et ben je paniquais en fait. Je paniquais parce que je me disais, mais je suis plus là. Je sais plus où je suis. Et pour moi, c'était la panique, quoi. Ça, c'est panique totale. Quand je sais plus où je suis, c'est compliqué, quoi. Tu vois, moi, j'ai la tête là, les deux pieds là, les deux bras là. Si je j'ai plus les bonnes sensations, c'est bizarre, tu vois. Et donc, les premières fois où ça s'est manifesté la présence, je suis tombée dans une crise d'angoisse. D'accord. Ah ouais, Et oui, et c'est la présence qui a décuplé les crises d'angoisse aussi, en fait. d'accord. C'est la présence qui a révélé l'angoisse parce que c'était l'angoisse qui empêchait la présence de se dévoiler. Donc à chaque fois qu'il y avait la présence, il y avait l'angoisse. Comme un garde-fou, tu vois. Ah ouais, non, Ouais, mais moi, le mécanisme, il était sans fin, il était difficile à percer. C'est pour ça que j'ai vraiment passé 3 ans au lit. Parce que c'était un mécanisme qui était bien rodé. C'est-à-dire, l'angoisse, elle était tellement forte et c'était la barrière à la présence. ouais. C'était la barrière. Donc, tant que je traversais pas l'angoisse, je pouvais pas toucher à la présence. D'accord. D'accord. Et du coup, ce réveil intérieur dont tu parles souvent, Mm. comment tu pourrais le résumer, l'expliquer pour ceux qui sont en découverte de Et tout ouais. ça, en fait? Enfin, c'est pas évident ça, hein. Je dirais, en fait, se réveiller à soi, c'est se rendre compte, mais c'est pas mental. En fait, c'est ça le Ouais. problème. C'est pour beaucoup, c'est mental. C'est plus dans l'expérience. Tu vois, par exemple, tu es dans ta vie, et puis boum, il y a une scène. Bah, tu es au milieu de cette scène, et tu te rends compte que tu es dans une scène. Tu vois? Ouais. C'est comme s'il y avait une pièce, quoi. Une pièce de théâtre qui était en train de se dérouler. Et tu t'en rends compte dans l'instant. C'est comme un dédoublement. C'est comme s'il y avait toi, une partie de toi qui agit, qui joue le rôle, qui est dans le monde, qui fait ce qu'il a à faire. Il mange, il boit, il dort, il va faire les magasins, il fait une activité. Mais il y a une autre partie à l'intérieur qui est comme dédoublée, comme si tu regardais un caméscope, tu vois, et que tu Ouais. vois les étoiles en profondeur de champ, mais que toi, tu es derrière le caméscope en train de les regarder. Ben, on pourrait dire que les étoiles, c'est un peu, tu vois, ta vie que tu vis au quotidien et dans lesquelles bah, tu es un petit peu dedans, hein, voilà. Mm. Tant que tu t'es pas réveillé intérieurement, bah, tu es perdu dedans. Et le jour où tu commences progressivement à te réveiller, parce qu'il faut imaginer qu'il y a un caméscope, il y en a un deuxième, il y en a un troisième, il y en a toujours un qui observe un autre, hein. Ouais. Et après, c'est de plus en plus profond, tu vois. Et, et c'est comme si après, dans ton quotidien, à chaque instant, c'est pas cérébral, c'est pas mental, c'est pas ah oui, là je sais que je suis en train de m'observer, non, c'est pas ça. Ouais. C'est tu vis la scène et en même temps, il y a un espace à l'intérieur de toi qui l'observe. Mais c'est pas j'observe, c'est ta conscience à chaque instant que y a un truc qui se déroule, mais qu'il y a autre chose qui se déroule aussi à l'intérieur. Et que Ouais. ce truc qui se déroule à l'intérieur ne bouge jamais. Alors que la scène à l'extérieur bouge tout le temps. Mais qu'il y a un espace à l'intérieur de toi qui est comme ancré, solide, qui est vide, qui est magnifique. Et il y a tout le truc qui se remplit à l'extérieur. Et pour moi, c'est ça, en fait, se réveiller Mm. intérieurement. C'est progressivement se désengluer de la scène, se désengluer de la pièce de théâtre, se désengluer de la vie métro, boulot, dodo, quoi, tu vois. Prendre Mm. conscience progressivement. Mais du coup, dans cet espace-là, je tiens quand même à le préciser, je peux faire n'importe quoi. N'importe quel métier, n'importe quelle chose. On s'en fout Ouais. complètement de ce que tu es en train de faire. C'est pas Bah du tout oui. l'idée de changer le faire. Parce C'est que la souvent, le présence qui est réveil, partout, en fait. voilà. Parce que souvent, ce réveil-là, il est associé à oui, il faut devenir spirituel. Mais c'est pas ça du tout dont Bah je parle, non. hein. Pas Bah ça, hein, on non. se comprend bien, hein. C'est au contraire, c'est tu n'as rien à changer dans ta vie. Tu peux être caissier chez Auchan, travailler chez Airbus ou dans l'industrie pharmaceutique, on n'en a rien à caguer. Ce qui change, c'est qu'à l'intérieur de toi, il y a un espace qui sait ce qu'il est en train de faire et Ouais. qui est tout le temps là et qui se perd pas dans ce qu'il est en train de faire. Donc peu importe ce qu'il fait, ça change rien à l'espace qui est à l'intérieur et qui sait qu'il est là, en fait. Ouais, c'est ce que j'ai parlé de ça dans ma dernière vidéo et du coup je disais mais on peut tout faire, on n'est pas obligé juste d'être indépendant, on peut être salarié, on peut être faire tous les métiers quand on a envie et c'est cette présence qui rayonne en fait. Il y a rien Ah, à faire d'autre en fait. Ah, mais c'est ça. Et moi, c'est comme ça que je le perçois beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui pensent, tu sais, vu que mon métier, bah, malheureusement, enfin, mon métier entre guillemets, ce que je fais Mm. de ma vie, c'est pas un métier, hein, c'est ce vers quoi j'œuvre. C'est tout le temps ces retraites, on va parler de la conscience, etc., l'ego, le mental, nanana, nanana, tu vois, on vit des expériences spirituelles et machin comme ça. Et du coup, les gens, ils projettent sur moi comme si j'étais un, tu sais, un espèce de maître spirituel toute ma vie, tu sais.
Moi, je dis souvent, pour rigoler aux stagiaires qui viennent durant ces formats, je leur dis souvent, ah mais là, ça va se terminer, je vais ranger mes affaires, je vais monter dans la voiture, et putain, je vais penser à autre chose. Et je Oui, vais faire autre chose. Je vais retourner à la piscine, je vais mettre mon bonnet de bain, mes lunettes, je vais être à la plage en train de faire bronzette, je vais aller manger une glace au bord de la plage et j'en ai rien à secouer. Et personne ne me voit. Bon, sauf ceux qui me reconnaissent des vidéos. Ça, c'est un peu emmerdant maintenant. oui, Mais sinon, personne ne sait que je fais ça. Et oui, je ne veux absolument pas. Ma vie, c'est pas ça en fait. Ma vie, c'est la vie qui est proposée dans l'instant. Ma vie, elle est pas. Elle est spirituelle à l'intérieur, mais pas à l'extérieur en fait. Et ça, pour moi, c'est la grande liberté. Parce que je vois tellement de gens qui souffrent en fait, parce que finalement, ils sont tellement enfermés dans le truc spirituel qu'ils savent jamais péter un coup, tu vois. Ils savent jamais dire ta ouais, gueule connard, par exemple. Ou ils oui, savent oui, jamais se oui. mettre en colère. Ou ils savent jamais, tu sais, ressentir certaines émotions ou aller dans certaines situations où soi-disant il y a des énergies basses, tu vois. Ils savent Oui, plus faire ça. Et je trouve ça oui. trop dommage. Parce que Du la coup, vie, elle est trop belle. t'es complètement désaxé et du coup, tu es Et un peu trop séparé. là-haut et il faut Tu te sépares. redescendre. Tu te sépares. C'est un Ah truc de oui, fou. Tu te sépares. Et tu souffres en fait. Tu souffres au plus profond quand même de ça. bah Parce que oui, t'aimerais bien quand même aller au concert de Duchemol qui te plaît bien quand même, tu vois. T'aimerais bien aller manger une pizza. Mais non, moi je mange pas de pizza, je suis végane, tu vois. ouais. Moi je mange pas de ça parce que tu comprends, je suis dans un processus de lumière, de je sais pas quelle nourriture, je sais pas quoi encore. Du coup, moi je peux plus manger de pizza, je les digère plus. Oh. Oh. De temps en temps, c'est bien, hein. Je réfléchis souvent, non mais merde quoi, je veux bien qu'on se nettoie, qu'il y a des moments, il y a des phases, et qu'il y a des moments où on a besoin de respecter une certaine hygiène parce que c'est un processus qui s'accompagne d'un nettoyage sur d'autres plans, et c'est utile. Bah oui, Mais la vie, c'est quand même pas ça, enfin, tu vois. Ça bah peut oui. durer 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, peu importe le temps. Moi aussi, j'ai eu des périodes comme ça dans ma vie. Mais heureusement, aujourd'hui, je peux manger tout ce que je veux. Parce que sinon, franchement, je me ferais chier. Bah Donc, oui. c'est quand même important bah, je sais pas, d'être libre, en fait, de pouvoir goûter à tout. C'est le cas de le dire, en fait. Vraiment, de C'est goûter à sûr, tout. hein. C'est sûr. Bah, de toute façon, quand tu es, là dans ta présence, dans l'être, tu peux tout transmuter, tout ce que tu manges, même l'eau de la C'est ça. rivière. Normalement, tu es censé tout, Ah oui, non, mais moi, je le dis souvent. On me dit souvent, mais toi, tu dois avoir une certaine hygiène de vie. Ah non, moi, je bois de l'alcool. Enfin, je suis pas alcoolique, hein, tu vois, mais de temps en temps, Oui, je oui. bois un verre, ça me fait plaisir. Quand ça me fait envie, je le fais. Bah oui. J'ai envie de prendre, je sais pas, une pizza. Je mange une pizza, je sais pas, je me pose même pas la question, en fait. Bah, c'est Je ça. réfléchis même pas. C'est Mais, spontané, spontanément. Je veux aller ouais. au resto, je vais au resto. Enfin, tu vois, je veux aller faire tel truc, j'y vais. Je vais aller dans un parc d'attractions, faire la mongole sur les machines chouettes là, à Disney. Quoi, Bah oui. rien à Oui, secouer en oui. fait. Il n'y a rien qui est plus spirituel ou moins spirituel qu'autre chose parce que quand c'est à l'intérieur, c'est tout est spirituel en fait. Oui. C'est la vie, vivre, Mm. tout simplement, en fait. Ouais. Mhm. Et du coup, la dernière question, après je te libère. Par rapport à... il y a beaucoup de vidéos, Nouvelle Terre, etc. Est-ce que pour toi, c'est une autre illusion enfin, de la matrice ou comment tu le ressens, toi, par rapport à ça? Non, on ne pourrait pas le dire comme ça. Moi, je pense que chacun a sa vision des choses. Oui. Parce que chacun est calibré sur certaines fréquences. Donc, Mm. en fait, la réalité, elle est énergétique avant d'être matérielle. Donc, si tout Mm. est énergie, tout est fréquence. Donc, Ouais. on pourrait imaginer que si tout est fréquence, bah, il y a plusieurs typologies de fréquences. Donc, il y a plusieurs films. Parce que Oui. selon les fréquences que tu diffuses, du coup, c'est pas le même rendu à l'image, vu que la fréquence crée le film. C'est Donc, on va ça. s'imaginer qu'il y a autant d'êtres que de films. Donc, dans le Mm. film de certains, bah oui, ça existe vraiment. Et oui, oui, ça existe vraiment. Mais en plus, d'un Mm. certain point de vue, oui, dans certains films, ça existe vraiment, c'est validé. Ouais. Et dans d'autres, ça n'existe pas. Ça Mm. dépend vraiment de la fréquence. C'est comme beaucoup de choses, en fait. Tout ça, ça existe parce qu'on y croit, parce que ça correspond à un champ fréquentiel sur lequel on est calibré, et donc Mm. une matrice dans laquelle on se trouve. Mais on se trouve tous dans des matrices, hein. Bah Donc oui. chacun croit à ce à quoi il veut croire, mais l'important, c'est pas ce à quoi on croit finalement. Mm. L'important, je trouve, c'est peu importe ce à quoi on croit, parce que ça, c'est merveilleux de croire en plein de choses, et puis c'est ce qui fait la diversité, et c'est ce qui fait qu'on peut échanger, et que c'est riche, tu vois. Mm. Je trouve que le plus important, c'est pas tant de croire en telle ou telle chose, c'est d'avoir la capacité à entendre l'autre, tu vois, Ouais. à entendre la vision de l'autre, à s'adapter à l'autre, à faire le pont entre les fréquences.
Tu vois, c'est ça qui manque sur Terre, moi, je trouve. C'est pas ça. c'est pas la vision qui manque, c'est la capacité à faire des ponts entre les visions. C'est étrange, finalement, pour plein de gens quand je dis, mais moi, j'ai pas d'avis. Bah non, j'ai pas d'avis. Mais pourquoi j'ai pas d'avis? Parce que si je me calibre sur ta fréquence, bah oui, je suis d'accord avec toi. Et si je me calibre sur sa fréquence, bah, je suis d'accord avec lui, en fait. Bah oui. Parce qu'en fait, lui, dans sa réalité, c'est carrément juste. Et lui, dans sa réalité, c'est pas juste du tout. Par exemple, quand on fait les retraites, c'est difficile, ça. Ça, c'est vraiment dur parce que les gens arrivent, on a quand même des grands groupes, 35, 40 personnes, tu vois. Et ils arrivent tous sur des fréquences différentes. Et on parle à tout le monde en même temps. Donc, au sein du même enseignement, on nuance et on se contredit en permanence. Parce qu'on va dire à l'un, ça c'est bon, et puis à l'autre, on va lui dire, ça c'est bon. Mais c'est deux choses complètement différentes. Donc, on se fait attaquer au début de chaque retraite parce que les égos saisissent les paradoxes, saisissent les contradictions, et tout de suite lèvent la main et disent, je comprends pas, tu viens de dire ça, et là tu viens de dire l'inverse. Et j'en explique toujours, mais oui, parce que tout est vrai et tout est faux en même temps. D'un certain point de vue, il n'y a pas de vérité. C'est Donc, ça. moi, je pense que les visions, elles sont utiles parce que ça permet à plein de gens de se raccrocher à quelque chose, parce que c'est difficile de se raccrocher à rien. Tu vois, tout le monde n'est pas prêt. Enfin, ça suppose d'avoir quand même épluché vachement l'oignon pour se raccrocher à rien. C'est sûr. C'est quand même particulier, tu vois. Moi, je me suis raccrochée longuement, tu vois, par exemple, à l'histoire de l'ascension planétaire, tout ça. Je me suis vraiment raccrochée à ça pendant un certain laps de temps, pendant cette nuit noire de l'âme, là, ce burn-out, là. Ça m'a beaucoup aidé, cette histoire-là. Je me disais, oui, c'est vrai, en plus, la Terre, on est dans un processus d'ascension vibratoire, c'est bien ce que je suis en train de faire. Tu sais, ça m'aidait, en fait, à traverser ça. Et je me disais, je suis pas la seule. Là, il y a d'autres âmes qui vivent ça parce qu'on est venu sur Terre pour vivre ça. Et c'était une histoire dans laquelle j'avais besoin de vivre mon expérience parce qu'elle m'aidait. Mais il y a eu un jour où il a fallu que je la referme. Donc en fait, moi je trouve que les histoires elles sont chouettes parce qu'elles nous accompagnent, mais c'est comme un enfant, tu vois, tu lui lis une histoire avant d'aller se coucher, bah, ça va l'aider à dormir. Sauf qu'il y a un jour ou l'autre, bah, va falloir changer de bouquin. Parce qu'il va grandir l'enfant, donc tu vas changer de bouquin et tu vas passer de Tom Tom et Nana à, je sais pas, un roman initiatique ou un roman peu importe lequel. Et tu vas changer de livre. Et le problème ici, c'est que tout le monde reste toujours sur le même livre et toujours sur la même histoire. Alors que l'idéal, ça serait de passer d'histoire en histoire, parce qu'en allant goûter à toutes tes histoires, bah, tu goûtes à toutes tes visions. Quand tu goûtes à toutes tes visions, bah, du coup, après, tu peux parler à tout le monde. C'est ça, l'union après. Et ça, c'est trop cool. Ça, c'est trop cool. Quand tu arrives, quand quelqu'un ouvre la bouche, il n'a même pas besoin de parler. Tu le regardes, tu le ressens. Tu sais quel est son univers. Et tu arrives à comprendre son univers. Pour la personne qui est en face de toi, c'est un cadeau que tu lui fais. Parce que c'est difficile pour plein de gens de se mettre à la place d'autrui. On va s'y mettre, mais tu sais, on va tomber dans ce rôle de sauveur, de tout ça. Tu sais, on s'y met pour les complaire. Mais non, ici, c'est y aller pour les aider à en sortir. Pas la capacité d'y aller, je peux pas les aider à en sortir. Bah oui. Et si je suis pas moi-même sortie de film, je vais avec eux dedans et je les enfonce dedans. Sauveur, par exemple. Donc, voilà, moi je trouve que tout ça, toutes les histoires, elles existent et tant mieux. Et que l'idée, c'est quand même de pas passer toute sa vie à croire en la même histoire. C'est de changer un peu d'histoire. Et c'est pour ça se remettre en question, tu vois. Je trouve ça pas forcément signe de bonne santé mentale de toujours dire la même chose, en fait. Parce que, logiquement parlant, si tu te remets en question, ton film change. Et tu détiens jamais le film ultime parce que ici sur cette planète, on passe toujours d'un film à l'autre et il n'y a pas de finalité au film en fait. Bah oui. Il y a pas, il y a les gens ils disent oui mais moi je suis éveillé. Du coup ça y est c'est fini. Mais non parce que même après l'éveil il y a encore des films. Le plan cosmique c'est un grand film en fait. Enfin c'est un grand film, c'est des milliards de grands films. Bah oui. Donc en fait il y a toujours de nouveaux films. Donc du coup je me dis toujours mais je comprends pas pourquoi même les êtres qui soi-disant ont ascensionné ou sont éveillés ou peu importe, on s'en fout d'ailleurs, c'est encore une belle histoire. Mais pourquoi est-ce qu'ils radotent toujours la même chose? Parce que si vraiment ils étaient dans un processus d'évolution, il y a bien un moment ou un autre, ils remettraient en question leur film, parce qu'ils se rendraient compte qu'il y en a un autre derrière, et on change de disquette. Donc pour moi, c'est ça le plus important, c'est de goûter au film, de s'y perdre un peu, parce que ça fait partie de l'expérience, ça paraît réel, c'est chouette, ça nous aide, et tant mieux, mais ensuite de se réveiller à ça. C'est ça le réveil de la conscience, c'est se réveiller au cœur du film. Oui, c'est ça. Hein. D'expérimenter plein de choses et puis après de pouvoir revenir à soi. Et ouais, c'est toute une expérience, tout plein de compréhension. Mais des fois, il suffit que tu te dises, j'ai compris ça. Et au final,
tu passes à une autre compréhension qui détruit tout ce que tu as pu et se réveiller en fait à différentes possibilités et de se dire bah, en fait que tu sais rien du tout en fait. On en arrive toujours au même point de départ. Hein. Bah oui, c'est ça. Plus tu avances et plus tu reçois des informations qui font que ça détruit tout ce que tu as pu apprendre avant. Et puis après, tu te dis, mais tu t'en sors pas. Et ben de toute façon, tu sais rien et tu as juste à vivre l'instant. C'est ça. Tu reviens à la simplicité, moi. Bah voilà. C'est comme ça que je vois directement. Où en est Comme une maintenant. personne. Ah oui. Est-ce que c'est simple ou est-ce que c'est compliqué? Si c'est simple, c'est que on y va. Si c'est compliqué, c'est qui est-ce qui rend la vie compliquée? C'est toujours le même. Hein. Bah oui. Lui, il fout la merde, clairement. Mais je l'adore, hein, c'est pas le sujet. Heureusement qu'il est là. C'est lui qui nous permet d'évoluer. Donc évidemment, sans l'ego, sans le personnage, on n'évoluerait plus. Donc c'est trop bien. Mais en attendant, il se fout bien de notre gueule quand même. Hein. Bon, il se fout bien de notre gueule. Donc c'est vrai que c'est... Ouais, non, mais moi je trouve que c'est... En fait, après, c'est incroyable parce que... En fait, après, c'est comme ça que tu réapprends à aimer la vie, en fait, je trouve. Parce que du coup, tu sors de la disquette rayée, parce que la disquette rayée qui se répétait, c'était un film, en fait. Et quand tu réalises que c'est le film, du coup, tu changes de film. Et donc, tu te réveilles un matin, et hop, c'est plus la même chose. Et de jour en jour, tu changes de film. Donc, tous les jours, tu fais quelque chose de nouveau. Et c'est là où tu dis, oh, mais putain, mais jamais j'ai envie de mourir, quoi. Là, c'est trop bien, je m'éclate. J'ai l'impression tous les jours d'être dans un nouveau décor. C'est genre, tu passes de Jumanji à Jurassic Park. Ça, c'est à Tom Tom et Nana. T'as des décors différents tous les jours. Et en fait, c'est incroyable, c'est trop bien. Avec des nouveaux acteurs, un nouveau scénar. Il y a des fois, t'as l'impression que tu vas mourir, mais en fait, non, tu te redresses et tu repars. Non, mais c'est un truc de malade, en fait. C'est un truc de malade. Et là, t'as la suite, quoi. Et c'est pas juste le même truc qui tourne en boucle. C'est vivre pleinement. Comme les enfants qui changent de jouet quand ils en ont envie. C'est fou, hein. Ouais. Bon, bah écoute, je te remercie énormément, Charlotte. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose qu'on a pu oublier ou... Je t'ai dit, hein. Ouais. C'était trop bien. Non, merci trop bien, pour cette invitation. C'était très agréable. Ouais. Merci beaucoup, merci à tout le monde. N'hésitez pas à partager si le cœur vous en dit. On vous retrouve bientôt pour notre vidéo et n'hésitez pas à regarder tout ce que fait Charlotte. Et Chantal. Merci. Et à très très bientôt. Ciao.